qui a du sens. Elisabeth. Moi, je voudrais d'abord revenir sur la phrase un petit peu provocatrice autour de laquelle on nous a réunis, à savoir le GHT, machine à concentrer. Bon, et d'abord, je voulais faire observer à l'Assemblée que la concentration sur des plateformes médicales, elle se produit depuis des années à notre corps défendant. On voit bien aujourd'hui que les médecins ont envie de travailler dans des grands centres parce que c'est là qu'ils ont été formés. On voit qu'on a des plateaux techniques qui coûtent de plus en plus cher. On voit que le patient lui-même cherche des spécialistes, quelquefois même des surspécialistes, donc ça l'amène vers les grands établissements. Et puis également que l'innovation n'est pas partout. Donc aujourd'hui, le mouvement de concentration de l'offre de soins, malheureusement, on l'a constaté depuis des années, et il est pour partie explicateur, si je peux dire, des difficultés dans lesquelles se retrouvent les établissements périphériques, petits, moyens ou grands. Donc le GHT pour moi et l'organisation régionale, c'est un moyen de lutter contre cette concentration naturelle et d'organiser des flux dans les deux sens. Donc à partir des centres les mieux dotés en moyens, de veiller à ce que la gradation des soins, qui est le projet initial du GHT, puisse réellement se mettre en place avec des moyens humains, des compétences, des organisations et une vision de la continuité des soins dans nos territoires de santé, à l'échelon du groupement hospitalier ou à l'échelon des anciennes régions ou des subdivisions universitaires, comme on veut. Alors, dans le cadre de notre groupement hospitalier de territoire, on a déjà avancé sur pas mal de choses, grâce notamment à Sophie Feuerstein, qui est notre directrice déléguée. On a travaillé sur plusieurs parcours, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que Alexandre nous a montré tout à l'heure, gériatrie, psychiatrie, cancer, soins critiques, etc., cardiologie, AVC. Et de l'étude de ces parcours qui ont rassemblé environ 250 professionnels, on a tiré un certain nombre d'enseignements sur ce qui manquait aujourd'hui dans notre offre de soins au niveau du territoire. On a notamment constaté qu'on avait un accès aux soins de suite qui était très inégal selon les micro-territoires, disons. On avait également des problèmes de démographie médicale, j'y reviendrai, des problèmes peut-être d'économie du temps médical si rare, d'organisation de la continuité des soins, peut-être en mettant en avant les paramédicaux, faisant monter en puissance les pratiques avancées, les délégations de tâches, des choses de ce genre, l'éducation thérapeutique, enfin toute une série de choses, le case management, qui peuvent très singulièrement aider à l'organisation des soins dans un territoire de santé. Et puis qu'on avait évidemment à travailler sur la question des systèmes d'information, de façon à ce que les médecins qu'on va faire bouger à l'intérieur d'un territoire puissent être en permanence connectés avec leur site d'origine, accéder à des tas d'informations, communiquer entre eux, qu'on aille bien au-delà de ce qu'on fait avec la télémédecine aujourd'hui. Alors sur la démographie médicale, c'est évidemment le point crucial. On avait une réunion du comité territorial des élus cette semaine, et bien évidemment la question, elle a occupé les 2/3 de la réunion, parce que tout le monde, tous les élus qui étaient présents étaient extrêmement sensibilisés à ce sujet, et ils sont, bon, pas tout à fait désespérés, mais presque, à l'idée que les médecins prennent leur retraite et qu'on ne voit pas beaucoup de renforts arriver. Donc tout se tourne vers l'établissement support et vers le CHU pour dire à l'aide, donnez-nous des ressources. Alors peut-être deux réponses là-dessus. Premièrement, au niveau du CHU, avec le président de CME, nous avons pris une décision qui est que dorénavant, tout recrutement médical, qu'il s'agisse d'un recrutement sur un poste existant qui s'est libéré ou d'une création de poste, doit faire figurer dans la fiche du candidat l'établissement avec lequel il a envie de monter une coopération et à quelle hauteur ce candidat s'engage à aller dans un établissement du groupement hospitalier de territoire ou de la région. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai été un petit peu inquiète en entendant Danielle Toupillet ce matin, parce qu'elle a parlé des coopérations et des aides à la coopération au sein des GHT, mais pas du tout au sein des régions. Donc je ne sais pas si les médecins qui vont accepter de faire encore un petit peu plus de kilomètres auront la chance de bénéficier de ces primes multisites révisées. Mais enfin bon, donc ça c'est peut-être un point de vigilance qu'il faudrait avoir et que je confie à Alexandre. Deuxième initiative que nous sommes en train de prendre au niveau de l'ancienne région Bourgogne
Et grâce aux contacts multiples que nous avons eus avec les autres GHT, nous nous sommes rencontrés cet été et nous avons commencé à bâtir nos conventions d'association. La question de la démographie médicale, évidemment, est très présente. Nous allons organiser en fin d'année 2016 ou au début de l'année 2017 une conférence sur le sujet de la démographie médicale, de façon à ce que l'ensemble des établissements puissent partager la situation et éventuellement un certain nombre de projets. Bon, la situation, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de trous. Vous disiez 30 postes vacants à Auxerre. Bon, voilà, il y a beaucoup de trous dans la région. Il y a beaucoup de départs qui sont projetés. Et quand on regarde les choses, finalement, il y a peu d'arrivées. Parce que nos étudiants en médecine, nos internes, ils viennent quelquefois d'autres régions, ils y repartent, ou ils ont été faire leur internat dans d'autres régions, et quelquefois ils y restent. Et on a aujourd'hui, on les déplorait l'autre jour, 30 postes de médecins, d'internes généralistes qui ne sont pas pourvus en Bourgogne sur la promotion qui va démarrer le 1er novembre. Donc une situation extrêmement difficile. Et donc si tous les établissements se tournent en même temps vers le CHU en disant « à l'aide, donnez-nous des ressources », on ne va pas pouvoir les satisfaire et il faut qu'on sorte du mauvais débat dans lequel on risque de se mettre si cette notion-là n'est pas bien comprise. Alors après, que faire? On veut travailler dans le cadre de cette conférence sur comment améliorer l'attractivité médicale pour nos internes, pour nos assistants, pour nos PH. Au-delà des mesures qui ont été annoncées par la ministre, il y a probablement des actions à mener au niveau régional, dont notamment une amélioration du dispositif de formation, une meilleure connaissance des territoires par les étudiants, les externes et les internes, et donc peut-être des progrès à faire au niveau de l'accueil qu'ils ont dans les établissements de la région. Et puis enfin, un 4e axe de travail, nous serons obligés de recruter à l'extérieur de la région, nous serons obligés de recruter en France, voire à l'étranger, en Union européenne, peut-être à l'extérieur de l'Union européenne. Eh bien, organisons-nous pour faire des bons recrutements, recruter des gens de qualité. Et là-dessus, nous pensons que le CHU peut avoir un rôle d'appui, à la fois pour le choix des candidats, le recrutement, et aussi pour une période probatoire ou une formation que le CHU pourrait les aider à prendre en France pour acquérir un certain nombre de réflexes que les médecins formés en France ont plus facilement et qui, quelquefois, peuvent nuire au début de leur exercice. Donc aider nos collègues en créant des filières avec des universités étrangères et en essayant de recruter des médecins de qualité. Donc voilà un petit peu toutes les actions autour desquelles on travaille et sur lesquelles on réfléchit en parallèle.